Bonjour Eddy et merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent avec nous ce soir. Bonjour, merci de me recevoir. Donc toi, tu es président de la Confédération nationale du logement qui s'occupe de tout ce qui est des problèmes des locataires et des solutions pour les aider dans leur quotidien. Des locataires, des habitants, des consommateurs et aussi des accédants à la propriété, oui. Oui. Et donc vous avez été très sollicité, je suppose, avec cette crise sanitaire, comme de nombreux organismes qui aident les personnes souvent en difficulté. On a beaucoup parlé de crise sanitaire, évidemment, de crise économique, de crise sociale, mais on voit aussi qu'il y a depuis quelques semaines une crise du logement, puisqu'on a des gens qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui sont en difficulté. C'est quoi aujourd'hui la situation et le quotidien de ces locataires-là et la situation du parc social en France? En fait, on a une espèce de bombe à retardement qui est en train de se préparer au niveau du logement et pour les locataires et les accédants, puisqu'en fait, il y a beaucoup de salariés qui ont perdu soit une partie de leur emploi, soit leur emploi complètement. Et on risque d'avoir encore des habitants qui vont découvrir que leur employeur doit déposer le bilan et on risque d'avoir une grosse vague de chômage parmi donc toute cette classe, la classe moyenne, petite et populaire, qui est logée notamment dans le parc social et qui va prendre la crise de plein fouet. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres officiels de retard de paiement, mais on sait très bien que les gens, ils ont des difficultés à payer leur loyer. Ils vont en avoir de plus en plus et les perspectives avec le déconfinement et les mauvaises surprises du déconfinement, je pense que là, on va vraiment arriver à une situation compliquée à très courte échéance. Justement, la CNL, j'ai vu que vous aviez demandé un moratoire sur les loyers. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et quel objectif ça poursuit? Oui, alors on a demandé ce moratoire déjà dès le 16 mars, avant l'annonce du président de la République, parce on avait eu les échos de confinement qui se profilaient, et on s'est dit tout de suite, la difficulté première des habitants, ça va être de payer la charge logement, qu'on soit locataire ou qu'on soit accédant à la propriété. Le, le, le moratoire des loyers, en plus, je dirais, ça a une particularité pour nous à la CNL, puisque c'est vraiment dans notre ADN, puisqu'en 1916, c'est comme ça que la CNL s'est créée à l'initiative des femmes qui ont exigé et obtenu le moratoire des loyers, puisque les hommes étant partis à la guerre, eh bien, il fallait qu'elles puissent assumer donc la charge du logement, et elles ont obtenu le moratoire des loyers. Donc le moratoire, c'est une demande de suspension et d'étalement du paiement du loyer. Ce n'est pas une demande d'exonération, c'est une demande de suspension et d'étalement. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis au chômage partiel, eh bien, on puisse payer qu'une partie du loyer, voilà, et étaler le reste. Alors, il faut savoir que tout de suite, dès le lendemain, le ministre du Logement m'a fait savoir qu'il refusait de prendre une mesure uniforme de moratoire des loyers sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, les bailleurs sociaux ont également suivi ce refus. Moi, je pense que c'est dommage parce que si on avait tout de suite pris une décision de moratoire, de possibilité de moratoire des loyers, alors c'était pas on ne paie pas le loyer, puis c'est tout. C'était de dire que si je peux justifier d'une situation de baisse de mes revenus ou de perte totale de mes revenus, je peux accéder facilement à ce dispositif de suspension ou d'étalement de mon loyer. C'était vraiment une mesure, je dirais, de bon sens. Et là, ce qui n'a pas été prise par le gouvernement, qui n'a pas été non plus engagé par l'Union sociale pour l'habitat. Je ne vous parle pas des fédérations de bailleurs privés qui ne nous ont même pas répondu, puisqu'on avait fait la demande évidemment à l'ensemble des bailleurs. Alors, pour quand même préciser, c'est que les bailleurs sociaux, on a travaillé avec eux, on a mis le temps, ils n'ont pas réagi tout de suite avec nous, mais ils ont été pris, je pense, par leur base, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui ont mis plus ou moins en fait des dispositifs d'accession, de moratoire au cas par cas sur leur territoire. Et du coup, on a signé une charte d'engagement avec l'USH, donc c'est pas vieux, c'est de la semaine dernière. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas fait tout de suite pour que dans le secteur social, on puisse justement avoir cette forme d'études spécifiques des situations particulières des accédants ou des locataires. Voilà. Donc ça, je pense que ce moratoire, il est important et c'est dommage qu'il n'ait pas été pris parce que du coup, on a des égalités territoriales qui s'accentuent.
C'est-à-dire que les bailleurs qui le mettent en place dans leur secteur, ben, c'est bien, mais sauf que à côté, dans d'autres départements, il n'y a pas eu de dispositif, donc on est dans une espèce de jungle qui n'est pas, je dirais, conforme avec l'esprit de la République. Alors, sur le moratoire des loyers, donc j'ai bien parlé d'étalement et de suspension. Donc nous, on a tout de suite demandé l'accompagnement, on va dire, de cette mesure, parce qu'une fois qu'on a perdu du revenu, on l'a perdu pour toujours, quelquefois. Et du coup, ce qu'il faut, c'est qu'on ait la mise en place de mécanismes amortisseurs financiers. Du coup, vous avez Voilà. demandé un fonds d'indemnisation aussi pour les locataires. J'ai vu, vous avez lancé une pétition. Ce fonds, il est Voilà. destiné effectivement, je suppose, à couvrir le paiement des loyers, mais comment il va être financé? Parce que ça va être une question qui va sûrement être posée assez rapidement. Alors, on a en effet donc tout de suite demandé donc la mise en place d'un fonds d'indemnisation des habitants, c'est-à-dire qu'on va plus loin que la charge de loyer. Et c'est un mécanisme en fait qu'on veut, c'est un concept et un mécanisme. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, l'idée, c'est que on a, si on fait un tableau avec deux colonnes, on a d'une part une baisse de revenus pour certaines populations, le chômage partiel, la baisse de rémunération liée notamment aux commissions, aux pourboires. On a aussi, il faut le dire, des gens qui travaillaient en économie parallèle, qui ont perdu leur emploi, le petit boulot de temps en temps qu'on faisait à droite à gauche, ben, ça s'est perdu, voilà, donc on l'a perdu complètement. On a les auto-entrepreneurs, les intermittents du spectacle, les assistantes maternelles, bon, on a plein de catégories, je ne peux pas toutes les citer, mais on a une grande catégorie de personnes qui ont une perte de leurs revenus. Et en parallèle de ça, on a une augmentation des dépenses. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des dépenses alimentaires, puisque il y a une augmentation des prix. On a vu l'inflation des prix, des produits frais, etc., qui étaient beaucoup plus chers. Le fait de ne pas choisir son magasin et d'aller au Monoprix du coin, je ne sais pas de pub, mais je veux dire, plutôt que d'aller chez Lidl, eh bien, ça a des conséquences sur le porte-monnaie des ménagères, hein, des ménages. Le fait aussi qu'on doit accueillir les enfants euh, chez soi, qu'on doit leur donner à manger, alors que précédemment, on avait le tarif solidaire de la cantine dans les municipalités. Donc ça, c'est la dépense alimentaire qui augmente. On a des dépenses de santé qui augmentent. Je pense au forfait journalier quand on est hospitalisé qui n'est pas exonéré pour l'instant, quand on a notamment eu le Covid. On a toutes les dépenses d'hygiène aussi, plus d'hygiène, plus de produits, les gels hydroalcooliques qui coûtent plus cher, qui n'étaient pas prévus dans le budget des familles. Et on a aussi une augmentation de la consommation à la maison des fluides, hein, donc le chauffage, l'eau, l'électricité. Donc tout ça, baisse de revenus, augmentation des dépenses, eh bien, égale baisse du pouvoir d'achat. C'est simple. Donc, il y a pour l'ensemble et la grande majorité de la population, même ceux qui ont des revenus fixes, je pense notamment aux retraités, eh bien, les retraités vont se retrouver ici dans une situation compliquée puisqu'ils vont avoir une augmentation de leurs dépenses. Donc, la grande majorité des habitants va avoir donc une baisse du pouvoir d'achat. Et c'est pour ça qu'on a demandé la mise en place du fonds d'indemnisation des habitants. Alors, évidemment, la première dépense à laquelle on a pensé, c'est le loyer. Donc, la réponse qu'on a eue du gouvernement, c'est vous inquiétez pas, il y a ce qu'on appelle les fonds de solidarité logement dans les départements qu'on va mobiliser. Moi, je ne suis pas persuadé. D'ailleurs, le ministre récemment m'a dit oui, en effet, c'est un peu compliqué à mobiliser. Donc ça fait partie quand même du fonds d'indemnisation des habitants. Alors, ce que je veux dire, c'est que le fonds d'indemnisation des habitants, ce n'est pas forcément une somme qu'on demande à l'État de nous verser. C'est évidemment l'État, il est majoritairement responsable de ce fonds d'indemnisation des habitants. Ça va être l'acteur principal, mais il va avoir deux casquettes. Il va avoir la casquette de financeur direct et la casquette de législateur. Je m'explique. Par exemple, la casquette de financeur. Là, parce qu'on a travaillé avec le ministère et qu'on a réussi à obtenir ça de la part du ministère du Logement, il va y avoir au mois de mai un versement d'une petite prime pour les personnes très défavorisées. Je pense que c'est vraiment pas du tout suffisant puisqu'on parle de 150 euros plus 100 euros par enfant à charge et 200 euros pour les étudiants. Franchement, bon, ça fera toujours plaisir dans une poche vide, c'est clair, mais c'est pas du tout suffisant et ça concerne, je dirais, un périmètre de la population qui n'est pas suffisant. Donc ça, c'est l'état financier, il paye.
Mais l'État, il peut aussi intervenir en prenant des mesures législatives, en obligeant les acteurs économiques à prendre des décisions. Je pense aux assurances. Les assurances, certaines assurances l'ont fait spontanément et elles ont versé des ristournes à leurs sociétaires, mais je pense que l'État doit obliger les assurances et les mutuelles d'assurance à le faire. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Ensuite, pour les banques, l'État doit exiger des banques qu'elles prennent en charge les intérêts financiers dus au décalage de l'échéance de prêt quand on a une accession à la propriété familiale. De même, elle doit demander aux banques la généralisation de la convention de fragilité financière. J'ai vu que le Sénat avait proposé un amendement là-dessus qui a été retoqué. C'est bien dommage parce qu'actuellement, les banques, avec tous les problèmes financiers que les gens ils ont, il y a plein de frais bancaires qui sont appliqués sur les comptes bancaires de personnes, quelquefois, qui étaient juste à la limite de la fragilité financière et qui, du fait de la crise, y tombent. Voilà, donc ça, c'est important. Pour les assurances aussi, c'est la reconnaissance de la pandémie en catastrophe naturelle, puisqu'en fait, il faudrait qu'on puisse accéder à des dispositifs de financement automatique par les assurances. Voilà. Il doit aussi légiférer le gouvernement pour que les masques soient gratuits, accessibles à toutes et à tous, et gratuits. Je veux dire, c'est quelque chose d'incroyable. C'est le seul moyen de se préserver véritablement de la circulation du virus. Et on nous dit, achetez-le. Je suis désolé pour les familles, en termes de pouvoir d'achat, et quand on a 4 ou 5 enfants, vous ne voyez pas le coût que ça représente. Alors, il y a le fonds d'indemnisation des habitants, dont l'acteur principal, c'est l'État. On lui demande aussi d'intervenir donc dans des dispositifs locaux, notamment sur je parlais tout à l'heure des loyers, le FSL, les cagnottes, enfin tout au moins les montants, les budgets de chaque fonds de solidarité logement de chaque département représenteraient 350 millions d'euros sur l'ensemble du territoire. Mais comme on sait qu'on a une disparité d'un département à l'autre, on n'est pas pareil dans le 93 ou dans le 94 ou dans le 44, eh bien, on pense que l'État doit abonder ces fonds de solidarité logement des départements qui en ont le plus besoin. Voilà, ça c'est important. Alors, il y a aussi ce fonds d'indemnisation des habitants qui finalement se met en place aussi par le biais de collectivités locales, de mairies. Spontanément, on a des mairies qui ont versé des bons alimentaires aux populations les plus démunies, notamment par rapport aux problèmes de cantine que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi des collectivités locales, donc il y a quand même ce fonds d'indemnisation des habitants. Vous voyez que c'est au-delà d'une demande financière de l'État, c'est un concept et c'est plusieurs acteurs qui peuvent le faire soit spontanément ou soit par l'impulsion de l'État. Voilà ce que je voulais. J'étais un petit peu long, mais c'est quand même important qu'on comprenne bien ce que c'est que ce fonds d'indemnisation des habitants. Et bien, évidemment, j'invite tous vos auditeurs et téléspectateurs à signer la pétition qu'on a mise en ligne à la CNL pour obtenir ce fonds d'indemnisation des habitants et le rôle de l'État particulièrement. Donc, je crois que c'était important d'éclairer parce qu'effectivement, c'est un dispositif qui peut permettre à de nombreuses familles de surmonter des difficultés qui vont s'accumuler dans les semaines et les mois à venir. Et tout à l'heure, tu évoquais le fait que le moratoire des loyers, il permet de décaler le paiement et non pas de suspendre le paiement, parce qu'on sait que derrière, il y a aussi la problématique des bailleurs sociaux qui peut être en difficulté s'il n'y a pas de ressources. Dans d'autres pays, il y a des collectifs qui s'organisent pour faire la grève du loyer. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'initiative? Alors, je pense que c'est un moyen d'action qui peut être efficace s'il est bien utilisé et bien encadré. Nous, en tout cas, et surtout dans des pays où il n'y a pas d'amortisseurs sociaux. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Je pense que ce n'est pas une bonne solution pour la France, puisque la France, on a la chance, entre guillemets, d'avoir encore quelques amortisseurs sociaux. Et ce dispositif, ce mécanisme de grève des loyers, d'abord, c'est compliqué à mettre en œuvre et ça peut quelquefois être un effet boomerang pour les locataires qui finalement qui ont la possibilité de payer le loyer et qui ne le font pas.
Voilà. Moi, je sais qu'on en a discuté aussi au sein du bureau national de la CNL et qu'on a préféré partir sur le moratoire des loyers avec le mécanisme de fonds d'indemnisation des habitants. Ça nous paraissait plus accessible et plus sécurisant pour les locataires parce que je pense que la grève des loyers, elle ne doit s'appliquer que dans les pays, notamment, qui n'ont pas d'amortisseurs sociaux. Voilà, comme je pense au Canada, l'Espagne où c'est compliqué, ils n'ont pas beaucoup d'amortisseurs sociaux, hein, ils sont très vite, voilà. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, c'est un moyen d'action et qu'on ne rejette pas puisqu'on l'a déjà fait par le passé sur certaines résidences, c'est un moyen d'action, donc on l'a déjà fait. Mais dans le cas présent, on n'a pas voulu partir sur ce dispositif-là, nous, la CNL. Depuis le début de la crise, Emmanuel Macron, il a aussi beaucoup utilisé des éléments de langage et on l'a entendu parler de relocalisation, de nationalisation parfois. Il a dit que certains biens et services devaient être non soumis aux lois du marché. Est-ce que, d'après toi, ça doit s'appliquer à la question du logement? Et aujourd'hui, est-ce que l'État il joue réellement son rôle de garant d'avoir un toit pour tous, par exemple? Alors, je pense qu'Emmanuel Macron, il faut vraiment qu'il se remette en question et qu'il remette en question sa politique en matière de logement, on assiste depuis 2017 à un véritable raz-de-marée sur le logement social dans notre pays, avec notamment la loi de finances de 2018 votée en 2017, qui a introduit donc une notion complètement démagogique, ce qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité, qui en fait ne concerne que le logement social. Enfin bon, c'était un prétexte à l'époque de financiariser le logement social et c'était une privatisation à peine déguisée avec la loi Elan qui en venait en complément structurel. Hein. On avait bien expliqué à l'époque que la loi de finances 2018, elle asséchait financièrement les organismes sociaux et la loi Elan, elle structurait la privatisation, la financiarisation du logement social. Donc j'espère qu'Emmanuel Macron, il va comprendre qu'il faut qu'il fasse marche arrière, en marche arrière, pour faire un petit jeu de mots, en marche arrière sur sa politique du logement et qu'au contraire, donc, il stoppe tout ce qui peut stopper. Il nous l'a déjà demandé tout de suite l'abrogation de la RLS qui donnerait quand même un volant d'oxygène important. On parle de 800 millions d'euros par an pour les organismes sociaux. Mais je pense qu'il faut. Alors, je n'ai pas parlé d'abrogation, j'ai envie de parler d'abolition de la RLS parce que c'est plus fort. Donc, moi, nous, en tout cas, la CNL, on réclame l'abolition de la RLS tout de suite pour qu'on redonne véritablement, je dirais, l'amortisseur social que représente le secteur social dans notre pays. Et je dois dire que, heureusement que cette crise, elle arrive que 2-3 ans après l'attaque massive du gouvernement sur le logement social, parce que si on était arrivé dans 5 ou 10 ans cette crise-là, cette crise sanitaire, je suis pas sûr que les amortisseurs auraient été encore présents. Et donc, c'est presque comme on était en mutation sur le parc social et qu'on avait encore les amortisseurs qui existaient depuis, parce que bon, il y a quand même 40 ans d'amortisseurs sociaux, on n'a pas pu les gommer en 2 ans, mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment, à l'issue notamment de cette crise, avoir une réflexion importante sur le rôle de l'État dans le logement social. Il y a une décision qui a été prise par le gouvernement, c'est celle de prolonger la trêve hivernale jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc de mémoire, c'est le 10 juillet. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin? Ben, évidemment que ce n'est pas suffisant. Nous, on revendique depuis le départ la trêve hivernale. Déjà, nous, on est contre les expulsions à la CNL par principe. On voudrait une trêve hivernale non-stop toute l'année, puisqu'on estime qu'un pays riche comme la France ne devrait même pas imaginer de pouvoir jeter des gens à la rue. Donc ça, c'est un premier point. Dans le contexte particulier qu'on vit actuellement, il est évident qu'on doit obtenir du gouvernement la prolongation de la trêve hivernale jusqu'au mois d'octobre 2020, de façon à faire la jonction avec la nouvelle période qui va ouvrir au mois de novembre, de façon à ce que les locataires soient en sécurité pour tout ce qui est coupure d'électricité, d'eau et compagnie et d'expulsion locative jusqu'au mois de mars 2021, de façon à donner du temps
aux associations et aussi aux professionnels pour traiter les situations compliquées des locataires qui seraient dans des difficultés notamment provoquées et aggravées par la crise du Covid-19. Donc non, ce n'est pas suffisant. On a déjà dit au ministre la semaine dernière qu'on voulait qu'il prolonge, mais vous savez, on est dans là on est dans le dogme libéral, c'est-à-dire que on ne peut pas annoncer tout de suite qu'on va prolonger la trêve hivernale parce que les vilains locataires, si on leur dit qu'ils ne pourront pas être expulsés, mais ils ne vont plus payer leur loyer. C'est complètement irresponsable et c'est prendre les locataires pour des gens irresponsables, ce qu'ils ne sont pas. Les gens qui ne payent pas leur loyer ou qui ne payent pas leur échéance de prêt, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Alors, on me trouvera toujours le cas du le vilain canard voilà, qui veut pas, qui peut pas, mais qui pourrait, mais qui peut pas, qui fait pas du moins. Mais c'est très marginal et vraiment, moi, on va exiger du gouvernement que la trêve hivernale se prolonge jusqu'au mois d'octobre cette année. Dernière question, Eddy, si demain la CNL dirigeait le ministère du Logement, on peut l'imaginer, ce serait quoi Ah ben, la première mesure que vous mettriez en place? la première mesure qu'on mettrait en place, je pense qu'il faut convoquer les états généraux du logement, tout de suite. Les états généraux du logement. Et il faut tout de suite, en les convoquant, faire une proposition de bâtir un véritable grand service public du logement en y intégrant ce qu'on appelle, nous, depuis longtemps à la CNL, la sécurité sociale du logement. C'est-à-dire qu'on bâtit, à la fois on bâtit physiquement hein, les bâtiments, mais on bâtit le principe, je dirais, d'un service public du logement et à côté, on met une sécurisation puisque nous, on n'oppose pas les choses hein, à la CNL entre le public et le privé. Nous, on conçoit qu'il y ait un secteur privé qui existe et qui coexiste avec le parc public, évidemment, mais il faut que ce soit harmonisé. Et si on avait un secteur public fort, avec des prix très abordables au niveau des loyers, eh bien, évidemment, on n'aurait pas besoin d'encadrement des loyers puisque l'encadrement des loyers se ferait par le système de l'offre et de la demande avec un service public fort et du coup on aurait les loyers privés qui seraient contenus dans, je dirais, dans des normes acceptables. Donc je pense que évidemment dans les premières mesures c'est la convocation d'états généraux du logement avec je dirais la sécurité sociale du logement et aussi tout de suite en prévision un abondement important et le retour important de l'aide à la pierre, c'est-à-dire la subvention à la construction du logement social pour qu'on sorte avec des loyers abordables. Voilà. Ben, merci Eddy pour cet éclairage et je rappelle pour signer votre pétition, c'est sur le site de la CNL, donc il faut la signer massivement pour imposer la mise en place et surtout un fonds important qui permette de garantir les difficultés des nombreux locataires. Merci à vous tous et puis bah, écoutez, bonne émission et puis à très bientôt j'espère. Merci.